à toutes et à tous, bienvenue au comptoir du jeudi. Bonjour Christophe. Salut. Christophe, tu es neuroscientifique de formation, ancien attaché de recherche et d'enseignement à Aix-Marseille Université. Tu rends les neurosciences accessibles à tous, notamment au travers ton podcast La tête dans le cerveau. Avec toi, nous allons parler des neuromythes, ces idées reçues sur le fonctionnement du cerveau. Il y en a un, je te le disais tout à l'heure, qui me parle particulièrement, c'est moi, j'ai une mémoire visuelle. Derrière ces croyances se cachent des impacts réels, notamment sur les pratiques d'apprentissage. Nous sommes partis pour une heure d'intervention, je te laisse la parole. Merci Christophe. Merci à toi, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on va parler de neuromythes, d'idées reçues sur le fonctionnement du cerveau. Mais avant de réellement entrer dans le sujet, il est important pour moi de vous dire quelque chose qui, de mon point de vue, est assez essentiel. Je ne suis pas un expert. Aujourd'hui, là, pendant une heure, que vous le voyez maintenant en direct ou dans le futur en replay, on va parler de tout un tas de sujets différents autour du fonctionnement du cerveau. Et autant vous dire que quelqu'un qui se présenterait face à vous en se disant expert de l'ensemble de ces sujets, dans le meilleur des cas, il faut prendre ça comme le début d'une bonne blague. Dans le pire des cas, il faut commencer à sentir le début d'une escroquerie parce que oui, ces sujets qui sont extrêmement différents, qui touchent à des disciplines scientifiques qui peuvent être différentes, en être expert absolu, ça semble pas vraiment réalisable. C'est pour ça que moi, je me replace à la place qui est la mienne aujourd'hui. Je ne suis pas la personne qui va vous présenter ses résultats de recherche. Je suis, et c'est mon activité professionnelle, ce facilitateur, ce trait d'union, ce vulgarisateur scientifique qui fait le lien entre ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau et de certains sujets bien spécifiques, et vous, nous, pour qu'on puisse mettre tout ça en discussion et pour qu'on puisse aussi en tirer des choses intéressantes dans les pratiques formatives, dans les apprentissages, dans les pratiques professionnelles. C'est parmi toutes les activités que je peux avoir, comme ça a été dit, j'ai un podcast, La tête dans le cerveau. Si je vous dis ça, c'est pas juste pour refaire ma publicité, c'est aussi pour vous dire que parfois vous verrez ce logo apparaître en bas de votre écran sur les diapos. C'est juste pour vous dire que le sujet, le neuromythe dont je suis en train de parler, j'en ai déjà parlé d'une manière ou d'une autre dans un épisode de mon podcast. Et c'est pour ça que vous avez le numéro qui correspond à cet épisode de mon podcast, plus que de vous dire, allez écouter ce super podcast qui s'appelle La tête dans le cerveau et qui, toutes les semaines, en une dizaine de minutes, vous parle d'un sujet autour du fonctionnement du cerveau, toujours rattaché à des études scientifiques. C'est aussi pour vous dire que oui, je m'appuie toujours sur des études scientifiques. C'est pour ça qu'à chacun des épisodes de mon podcast est associé un article sur mon blog qui liste toutes les sources scientifiques que j'utilise pour pouvoir dire ce que je dis. C'est pour ça que si parfois vous verrez ce logo apparaître en bas à gauche avec un numéro de mon podcast, vous verrez toujours aussi, lorsqu'il sera question d'apporter des éléments scientifiques, en bas à droite, des références scientifiques, des publications, des références de publications scientifiques qui vous renverront sur les éléments scientifiques sur lesquels je m'appuie pour pouvoir dire ce que je dis. L'idée ensemble, c'est qu'on puisse parler de ces choses sur lesquelles on pense se dire que le cerveau fonctionne ainsi, mais on peut avoir des doutes. Ou alors ces choses où mordicus, on nous a toujours dit que le cerveau fonctionnait ainsi. J'ai dit très bien dit tout à l'heure, hein, cette idée que je suis visuel, mais prenons un peu de temps, dézoomons, prenons du recul et essayons d'analyser ces éléments autour des apprentissages pour se demander si ce qu'on nous dit, ce qu'on nous présente comme une vérité péremptoire correspond à une réalité scientifique. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais avant de rentrer sur ces neuromythes autour des apprentissages, il me semble important qu'on puisse parler de ce qu'est un neuromythe. Et pour vous parler de ce qu'est un neuromythe, je vais vous parler peut-être du neuromythe, l'un peut-être des plus anciens, l'un des plus répandus. On en trouve des références dans la littérature, au cinéma, dans les séries télé. Et même si on se dit, bah, c'est pas vrai, on peut se poser cette question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc derrière? Est-ce qu'il n'y a pas une petite étincelle de vérité derrière cette idée selon laquelle nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau? Mais déjà, est-ce que vous vous êtes demandé d'où venait cette idée? Quelle est l'origine de cette idée selon laquelle nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau? Je vais casser tout le fantasme qu'on peut avoir. En réalité, derrière cette question, il n'y a pas vraiment de réponse. Parce que, vraisemblablement, il n'y a pas une origine de l'idée selon laquelle nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau. Il y a plusieurs origines possibles. Et parmi les différentes origines possibles, il y en a certaines qui font intervenir Albert Einstein en personne, d'autres qui font intervenir un scientifique qui a passé
quasiment toute sa vie à faire des travaux et à pas administrer les bons tests sur les animaux sur lesquels il faisait des lésions, si bien que les conclusions de ses travaux étaient légèrement erronées. Mais peut-être que l'origine la plus ancienne, celle qui est aussi vraisemblablement l'une des plus crédibles scientifiquement, on la doit à ce monsieur. Ce monsieur, c'est William James. William James, si vous ne le connaissez pas, c'est l'un des pères fondateurs de la psychologie expérimentale américaine. Et il s'avère qu'en 1907, William James a émis une théorie qui se nomme la théorie de la réserve d'énergie. Et selon cette théorie, pour William James, les personnes n'exploitent qu'une fraction de leur potentiel mental. Je vous ai dit, William James, c'est l'un des pères fondateurs de la psychologie expérimentale américaine. C'est pour ça qu'après avoir émis cette théorie, il va la tester, savoir si effectivement les personnes n'exploitent en réalité qu'une fraction de leur potentiel mental. Pour ce faire, William James va donc s'associer avec son collègue et ami Boris Sidis, et ensemble, dans le plus grand de éthique, c'est avec ironie que je dis ça, puisque ils vont ensemble élever un enfant. Et cet enfant, ils ne vont pas aller chercher bien loin, puisque cet enfant s'appelle William James Sidis. C'est le fils de Boris Sidis, et William James en est le parrain. Et donc, pendant une petite dizaine d'années, William James Sidis va être soumis à une méthode de stimulation intellectuelle permanente. Vous voyez bien les R guillemets que je suis en train de faire. Soit, on nous dit que c'est une méthode de stimulation intellectuelle permanente. Cet enfant va être quasiment déscolarisé toute sa vie. Il aura passé en tout et pour tout que moins de 9 mois de manière cumulée au cours de sa vie en contact avec d'autres élèves au sein d'une classe. Et à votre avis, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ce grand monsieur de la psychologie expérimentale qui a une brillante idée, une brillante théorie et qui teste ça avec un collègue et ami chercheur sur un enfant de manière très contrôlée, ça fait des résultats exceptionnels? Eh bien, la réponse est oui. Après une petite dizaine d'années de cette méthode de simulation intellectuelle permanente, William James Sidis est capable de parler plusieurs langues. Il a des capacités extraordinaires en mathématiques et en physique, et avant son 13e anniversaire, il réussit le concours d'entrée de l'université d'Harvard. Waouh! Il existe une méthode qui nous permettrait à tous de faire plus, une méthode qui nous permettrait à tous de faire mieux. Sauf que ça, c'est la belle histoire qu'on raconte, celle qu'on peut trouver ici et là, parfois sur Internet. Mais en réalité, derrière cette belle histoire qui nous vend du rêve, qui nous vend une promesse, qui nous vend une méthode, il y a deux gros problèmes. Le premier gros problème nous vient de William James et de sa fameuse théorie de la réserve d'énergie. Je vous ai dit, William James, c'est l'un des pères fondateurs de la psychologie expérimentale américaine, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1907, il est à la fin de sa carrière. En réalité, William James va mourir en 1910, et en 1907, lorsqu'il émet sa théorie de la réserve d'énergie, il ne l'émet pas avec sa casquette de psychologue, parce qu'alors, il occupe la chaire de philosophie de l'université d'Harvard. C'est donc une théorie philosophique. C'est pour ça qu'à aucun moment dans ses travaux, il ne définit réellement ce qu'est cette énergie, comment est-ce qu'on pourrait mesurer, quantifier cette réserve. En réalité, ce n'est pas du tout une théorie psychologique. Ça, c'est le premier gros problème. Mais toujours autour des travaux de William James, je vous ai aussi dit qu'il va s'associer avec un de ses amis et collègues, Boris Sidis, et ensemble, ils vont tester ça sur le fils de Boris Sidis, William James Sidis. La réalité est un petit peu différente. En réalité, Boris Sidis va très rapidement s'accaparer les résultats de son ami et confrère pour essayer de les instrumentaliser. Et c'est lui qui va essayer de développer cette fameuse méthode de stimulation intellectuelle permanente. Cette fameuse méthode qu'il va décrire dans un livre qui va très bien se vendre, un livre qui, lorsqu'on le lit, ne révèle en réalité pas grand-chose de cette fabuleuse méthode. Ça, c'est le premier gros problème. L'ancrage scientifique derrière tout ça est en réalité assez bancal. Le deuxième gros problème nous vient de William James Sidis. Est-ce que vous ne trouvez pas étrange que vraisemblablement une très grande partie d'entre vous n'ayez jamais entendu parler de William James Sidis?
Si c'est la preuve qu'avec une méthode, il est possible de faire plus et de faire mieux, bien plus et bien mieux que chacun de nous, on devrait tous connaître cette personne. Ça devrait être un cas d'école, un exemple que l'on pointe pour dire que oui, il suffit d'appliquer ça pour arriver jusqu'au bout et faire plus, faire mieux. En réalité, derrière les exploits dont sont capables William James Sidis, là aussi, il y a beaucoup d'histoires, mais très peu de preuves. Il n'y a quasiment aucune preuve qui atteste que William James Sidis savait effectivement parler plusieurs langues, qu'il avait des capacités extraordinaires en mathématiques et en physique. Le seul élément de preuve que l'on a, c'est que oui, il a bien réussi le concours d'entrée de l'université d'Harvard avant son 13e anniversaire. Sauf que ce que la petite histoire ne dit pas, c'est qu'il a réussi le concours d'entrée de l'université d'Harvard, dont papa et parrain font partie, fermons la parenthèse, mais ce que la petite histoire ne dit pas, c'est que William James Sidis a réussi le concours d'entrée à sa 3e tentative. Ce qui montre bien qu'il a été poussé et entraîné à passer ce concours d'entrée jusqu'à le réussir. Donc en réalité, on a entraîné un individu à réussir un concours. Ce que la petite histoire ne dit pas non plus, c'est ce qui s'est passé après. Est-ce que, une fois entré à l'université d'Harvard, William James Sidis a eu des résultats extraordinaires? La réalité est tout autre. En réalité, William James Sidis va mettre plus de temps qu'un étudiant moyen pour obtenir son premier diplôme universitaire. En d'autres termes, il va redoubler certains niveaux. Ce n'est pas le meilleur des étudiants. Néanmoins, grâce notamment au piston familial, William James Sidis va, à la fin de ses études, se voir proposer un poste de chercheur, d'enseignant-chercheur dans une autre université. Un poste qu'il va quitter moins de 6 mois après avoir pris ses fonctions, incapable d'assumer la charge de travail inhérente à ce type de fonction. En réalité, William James Sidis va très mal finir sa vie. Très rapidement, il va arrêter de parler à son père. Il refusera même d'assister à ses funérailles. Il va mourir avant son 50e anniversaire, seul, sans emploi, sans domicile. On est bien loin du génie qui fait plus et qui fait mieux que chacun de nous. Et si vous avez fait attention à tout ce que j'ai dit depuis que j'ai commencé à parler de William James, où sont les 10%? Je vous ai dit, c'est l'une des origines peut-être les plus anciennes et les plus crédibles selon laquelle nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau. Et pourtant, dans les travaux de William James, où sont ces 10%? Le seul lien qui existe entre les travaux de William James et ce chiffre magique de 10%, c'est cette phrase bien précise. Cette phrase qui dit le professeur William James de Harvard avait l'habitude de dire qu'en moyenne, les personnes ne développent que 10% de leurs habiletés mentales. Plus que de connaître cette phrase qui fait le lien entre ce 10% bien spécifique et les prétendues facultés latentes, plus que de la connaître, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui est la personne à l'origine de cette phrase. Cette personne, c'est un certain Lowell Thomas. Lowell Thomas, si vous ne le connaissez pas, qui est assez normal, c'est un homme de divertissement, de télévision, de radio, un baroudeur. S'il est connu, c'est notamment parce que c'est grâce à Lowell Thomas qu'on a découvert un personnage, un certain Laurence d'Arabie. Et plus que de connaître la personne qui est à l'origine de cette phrase, qui fait le lien entre les travaux de William James et ce chiffre très précis 10%, il est intéressant de savoir dans quel contexte cette phrase a été dite. Et cette phrase n'a pas du tout été dite. Cette phrase a été écrite en préface d'un livre pour aider ce livre à mieux se vendre. Un livre écrit par un certain Dale Carnegie, un livre très sobrement intitulé Comment gagner des amis et influencer les gens. Un des premiers livres de développement personnel, best-seller, encore vendu aujourd'hui dans sa plus de 30e édition. Il est édité dans plus de 30 langues différentes. Bref, lorsqu'on part sur l'origine possible, la plus crédible scientifiquement, la plus ancienne, et qu'on creuse, on se rend compte que tout ceci, cette origine, n'est pas très convaincante. En réalité, peu importe les origines que l'on va aller investiguer, sur lesquelles on va essayer de porter notre attention pour essayer de creuser et voir s'il y a une réalité scientifique derrière, on se rend compte que derrière l'idée selon laquelle nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau, en réalité, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas d'éléments scientifiques qui attestent que nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau. Bien au contraire, il y a tout un tas d'études scientifiques qui montrent que lorsqu'on s'intéresse
à l'activité électrique, à l'activité fonctionnelle, métabolique, à l'activité magnétique de notre cerveau, il n'existe aucune région de notre cerveau qui soit absolument silencieuse ou qui ne serve à rien. L'idée selon laquelle nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau, plus que de ne pas avoir de preuves scientifiques qui attestent que ça fonctionne ainsi, on a tout un tas d'éléments qui attestent le contraire. Et c'est ça un neuromythe. Un neuromythe, c'est quelque chose qui est à la jonction entre des choses qui peuvent ressembler à des résultats scientifiques et des idées, des mythes, des croyances qu'on se raconte. C'est ça un neuromythe. Moi, j'aime à dire qu'un bon neuromythe, c'est comme un bon neuroscope. Tout comme un neuroscope, un bon neuromythe doit avoir une formulation assez floue. Parce que ça veut dire quoi, on n'utilise que 10% de notre cerveau? Si je vous pose la question, et je la pose souvent en conférence, il y a trois grandes interprétations qui reviennent. Première interprétation est de dire que, en réalité, nous n'utiliserions que 10% strictement de notre cerveau. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons au quotidien correspond à 10%, 10% des cellules de notre cerveau qui sont actives. 90% sont totalement silencieuses ou ne servent absolument à rien. La deuxième interprétation est de dire que, en réalité, on utilise bien l'ensemble de notre cerveau, mais à chaque instant, on en utilise 10% différents. Si je suis en train de me reposer, en train de regarder la télé, ou si je suis attablé face à un problème de mathématiques complexe ou en train de lire un texte, ben, c'est 10% à chaque fois, mais c'est des régions cérébrales, des réseaux cérébraux, des réseaux neuronaux qui sont différents à chaque fois. Là, encore une fois, cette idée de chiffre magique de 10%, je l'ai longtemps cherché dans la littérature scientifique. Il n'existe pas. Il n'existe pas de chiffre universel qui dirait que peu importe ce qu'on fait, on utilise toujours maximum que 10% de notre cerveau. Et il y a une troisième grande interprétation qui est de dire que notre cerveau est extraordinaire, c'est un outil fabuleux. Malheureusement, nous n'en avons pas le mode d'emploi, si bien que nous ne l'utilisons qu'à 10% de ses capacités, de ce qu'il serait capable de faire. Là encore une fois, ça veut dire quoi? Peut-être, pourquoi pas, mais alors il faudrait se mettre d'accord sur ce que veut dire le 100%. Il faudrait se mettre d'accord sur une manière d'évaluer à quel point chacun des individus est loin de ce 100%. Et quelle serait la finalité? La finalité, ça serait de tendre tous vers un seul mode de fonctionnement uniforme. A priori, c'est très compliqué. Même si dans les grandes lignes, chacun de nos cerveaux sont identiques, dans le détail, nous avons tous et toutes des cerveaux qui sont différents. L'idée de tendre vers un seul et même fonctionnement qui serait ce fonctionnement absolu du 100% ne veut absolument rien dire et est totalement illusoire. Mais c'est ça un neuromythe. Et la question qu'on peut se poser ensuite, c'est est-ce que c'est grave de croire en un neuromythe? Si, pour moi, l'idée que je crois que le cerveau fonctionne ainsi, c'est cette chose qui va me permettre d'étudier cette méthode de simulation intellectuelle permanente plutôt que de ne rien faire, est-ce que c'est forcément grave? Pour essayer de vous répondre à cette question, je vais vous présenter un autre neuromythe, cet autre neuromythe qui s'appelle l'effet Mozart. L'effet Mozart, c'est cette idée selon laquelle écouter de la musique classique rendrait plus intelligent. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau, où l'origine est assez floue, là, pour l'effet Mozart, on sait très exactement d'où est partie cette idée. Cette idée est partie d'une étude scientifique publiée en 1993 dans l'une des deux plus prestigieuses revues scientifiques au monde, la revue Nature. Ce que les scientifiques ont fait dans cette étude est assez simple. C'est une expérience qui consiste à faire passer des participants un test, mais dans cette expérience, il y a deux grandes parties. Une première partie de préparation et une deuxième partie de test. Dans la première partie de préparation, chacun des individus va passer 10 minutes à se préparer selon une modalité bien spécifique. Un tiers des participants va passer 10 minutes dans le silence le plus total. Un deuxième tiers des participants va passer 10 minutes à faire des exercices de respiration et de relaxation. Et le troisième tiers des participants va passer 10 minutes à écouter la sonate pour deux pianos en ré majeur K448 de Wolfgang Amadeus Mozart. Après ces 10 minutes de préparation, chacun des individus va passer à la deuxième étape de l'étude, une étape de test. Une étape de test, un test qui est
bien particulier puisque ce test, c'est un test qui peut être utilisé dans la batterie des tests permettant d'évaluer le quotient intellectuel. Ce test est le suivant. On présente aux participants une figure géométrique dans l'espace de référence et à partir de cette figure géométrique de référence, on va lui proposer 4 autres nouvelles figures. Et la tâche des volontaires est la suivante. Ils doivent indiquer parmi les 4 nouvelles quelles sont celles qui sont identiques à la première. Je laisse un petit peu de temps. Si jamais vous voulez essayer de faire ça, sachez que là, ce simple test fait au doigt mouillé, sans conditions contrôlées, n'est prédictif d'absolument rien, mais je vous le laisse quand même. En réalité, ici, il s'agit de la figure 2 et 5. Et donc, c'est ce que vont faire les scientifiques. 10 minutes de préparation pour chacun des volontaires, puis ensuite, ils passent ce test, et ce que les scientifiques font, c'est qu'ils vont traduire les résultats de ce test en points de QI. Les résultats de cette étude mettent en évidence qu'en moyenne, comparé au groupe qui a passé 10 minutes dans le silence, ou 10 minutes à faire des exercices de respiration, de relaxation, les participants qui ont passé 10 minutes à écouter la sonate pour 2 pianos en ré majeur K448 de Wolfgang Amadeus Mozart gagnent en moyenne près de 10 points de QI. Wow. Encore une fois, c'est magnifique, quelque chose qui est universel. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous en train d'écouter du Mozart à longueur de journée? Parce qu'en réalité, derrière cette belle étude, aux résultats hyper sexy, il y a 3 grands problèmes. Le premier problème nous vient du fait de la traduction. Comment est-ce que les scientifiques ont réussi à passer de résultats d'un test qui peut être utilisé dans la batterie des tests permettant d'évaluer le quotient intellectuel en point de QI? Comment est-ce qu'ils ont fait cette traduction? En réalité, si on lit l'étude scientifique en question, leur explication est simplement, nous avons traduit. Ni plus, ni moins, pas de détails. Premier gros problème. Pourquoi, comment? On a besoin d'un peu plus d'explicitation. Deuxième gros problème, en réalité, dans cette étude, il y avait un nombre de participants extrêmement réduit. En réalité, dans cette étude, il y avait une vingtaine de participants. Pas une vingtaine de participants dans chacun des groupes, mais une vingtaine de participants dans l'ensemble des groupes. Ce qui fait qu'avec un si petit effectif, il suffit que parmi la vingtaine de participants, un soit particulièrement doué dans ce type de tâche, peu importe dans quel groupe vous allez le mettre, statistiquement, ce groupe peut sortir significatif parce que vous avez un individu qui, dans ce tout petit groupe, surperforme. Vous allez peut-être me dire que pour pouvoir résoudre ces 2 gros problèmes, ces 2 premiers gros problèmes, il suffit de demander aux scientifiques d'être un peu plus loquaces sur ce qu'ils ont fait et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, et de refaire passer ce test, refaire passer cette expérience à un plus grand nombre d'individus. Et c'est là que vient le 3e gros problème. Parce que oui, cette expérience a été effectuée par d'autres chercheuses et chercheurs dans d'autres laboratoires, et jamais personne n'a réussi à répliquer ces résultats. Vous allez peut-être me dire, c'est une étude scientifique, elle est isolée, elle peut avoir qu'un impact assez limité. C'est là que vous vous trompez parce que lorsqu'elle sort, cette étude, en 1993, dans l'une des 2 plus prestigieuses revues scientifiques, avec un résultat aussi sexy que ça, elle va être médiatisée, extrêmement médiatisée. Et c'est comme ça que petit à petit, on va décontextualiser, simplifier à outrance les résultats de cette étude. Ce n'est plus des participants qui ont une vingtaine d'années, qui passent, après avoir écouté 10 minutes d'un morceau bien précis de Mozart, un test qui est utilisé dans la batterie des tests permettant d'évaluer le quotient intellectuel, qui voient leurs résultats augmenter. Mais non, ça va être tout Mozart, puis toute la musique classique, et ça ne va pas être un élément utilisé dans la batterie des tests permettant d'évaluer le quotient intellectuel qui a augmenté, mais tout le QI, et plus que tout le QI, toute l'intelligence. Et c'est comme ça qu'à force de sursimplification, de décontextualisation, on en vient à dire qu'écouter de la musique classique rend plus intelligent. Et ça va même plus loin, hein. Ça a fait son chemin un petit peu partout. C'est comme ça qu'on peut retrouver certaines exploitations laitières où on va passer de la musique classique
Parce que derrière ces travaux, on attend une meilleure production de lait, donc de meilleurs fromages. C'est comme ça qu'on va pouvoir passer du Mozart ou de la musique classique dans des champs de bananes pour avoir de plus beaux fruits. À cette question, est-ce que le fait de croire en un neuromythe peut avoir des répercussions négatives? Je vais vous répondre en vous citant ce monsieur. Zell Miller, gouverneur de la Géorgie, un État des États-Unis, qui à la fin des années 90, à partir de ces seuls résultats scientifiques, qui finalement se sont révélés faux, parce que impossible à retrouver, il va déclarer: personne ne remet en question le fait que l'écoute de la musique à un très jeune âge affecte le raisonnement spatio-temporel qui sous-tend les mathématiques, l'ingénierie et même les échecs. Je suis pas en train de dire que la musique n'est pas importante, que la musique n'a pas d'effet. Le problème, c'est que quand ce monsieur déclare ça à partir de ce résultat scientifique, qui s'est avéré faux, qui est en réalité un neuromythe, il prend une décision. Cette décision est de débloquer plus de 100 000 $ pour que chaque nouveau-né ait son disque de musique classique à la naissance. Est-ce que croire en un neuromythe, c'est grave? Si vous utilisez vos ressources, votre temps, votre énergie à essayer d'appliquer des choses qui finalement se sont révélées fausses, comme dans le cas de l'effet Mozart, mais aussi dans l'idée selon laquelle nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau, et là on a un souci parce que vous pourriez utiliser votre temps, votre énergie et vos ressources à essayer de faire des choses qui ont montré une utilité scientifique. Où on a vu qu'on avait une utilité, en tout cas des résultats probants, des résultats intéressants dans le but que vous recherchez. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir glisser, après vous avoir présenté bien ce qu'étaient les neuromythes et à quel point un neuromythe, c'est pas quelque chose qui est juste un sujet de rigolade et que parfois, ça peut avoir de réels impacts concrets sur la société. On va s'attaquer un peu plus à ces neuromythes qui parlent justement des apprentissages. Parce que oui, lorsqu'il est question d'apprentissage, il existe aussi des neuromythes. Et il en existe tout un tas. Bien évidemment, pour la petite demi-heure qui me reste avec vous, je ne vais pas avoir le temps d'être exhaustif, mais néanmoins, il me semble intéressant d'aborder certains neuromythes qui sont particulièrement ancrés et qu'on entend encore aujourd'hui, que ce soit dans certains établissements scolaires, qu'on entend même à des plus hauts niveaux, dans des formations académiques, qu'on entend dans le monde de la formation professionnelle ou dans certaines agences pour l'emploi où on fait passer certains tests qui sont un petit peu aberrants. Il y a cette idée selon laquelle chacun de nous serait soit cerveau gauche, soit cerveau droit. En réalité, nous pouvons tous être classés soit en intellectuel, soit en manuel, en gros. Et en réalité, ce qui fait que nous sommes un peu plus intellectuels ou un peu plus manuels, que nous sommes un peu plus créatifs ou analytiques, ça dépend de notre cerveau. Parce que dans l'idée selon laquelle nous serions tous cerveau droit ou cerveau gauche, il y a cette idée qui est que un de nos deux hémisphères renfermerait toutes les régions cérébrales qui sont dévolues à tout ce qui est analytique, mathématique, concret. Alors que l'autre hémisphère, lui, rassemblerait tout ce qui est de l'ordre de la créativité, de l'abstraction. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche pas comme ça. Certes, il y a une certaine asymétrie au niveau cérébral, mais une région cérébrale dans un des deux hémisphères ne va pas avoir une fonction diamétralement opposée dans l'autre hémisphère. Je vous donne un exemple. On sait que un des deux hémisphères va être plutôt compétent un peu plus pour le langage, mais pour autant, dans l'autre hémisphère, les régions qui correspondent ne sont pas inutiles dans le traitement du langage. En réalité, alors qu'une des régions dans un des hémisphères va pouvoir traiter le sens du langage, les mots, ses significations, dans l'autre hémisphère, cette même région va pouvoir, par exemple, traiter ce qu'on appelle la prosodie, l'enveloppe musicale des mots. Comment la manière que j'ai de prononcer mes mots, la musique qu'il y a derrière mes mots, véhicule aussi du sens. Ces deux régions cérébrales participent au langage, mais elles participent de manière différente. Et en réalité, derrière cette idée selon laquelle nous aurions tous un cerveau droit et un cerveau gauche, si tout est analytique d'un côté, tout est créatif de l'autre, chez chacun de nous, il y aurait une compétition. Si bien qu'un des deux hémisphères viendrait emporter cette compétition et c'est lui qui guiderait, c'est lui qui marquerait la personne que vous êtes. Et c'est pour ça que si vous avez face à vous des gens qui sont analytiques ou des gens qui sont créatifs,
ben, vous n'allez pas leur apprendre de la même manière, les manager de la même manière. Mais comme je vous ai dit, en réalité, au niveau cérébral, ça ne fonctionne pas ainsi. On va avoir des régions qui sont un peu plus complexes, un peu plus distribuées. Et encore une fois, l'idée selon laquelle toutes les régions cérébrales qui participent au créatif sont d'un côté et analytiques sont de l'autre, ça c'est totalement faux. Et en plus de ça, c'est oublier de dire que au sein de notre cerveau, certes, nous avons bien deux hémisphères, un hémisphère droit et un hémisphère gauche, mais au centre de ces deux hémisphères, nous avons ce qu'on appelle le corps calleux, une énorme autoroute de fibres nerveuses qui relie nos deux hémisphères. En réalité, dans la vie de tous les jours, lorsque je m'embarque dans un comportement, dans une tâche, dans un exercice, dans une pratique professionnelle au quotidien, ben en réalité, nos deux hémisphères sont toujours en train de communiquer les uns avec les autres. En réalité, pour quasiment tout le monde ici, lorsque vous vous lancez dans cette tâche, vos deux hémisphères sont impliqués. Et il n'y a pas un hémisphère qui va imposer son fonctionnement sur tout ce que vous êtes en train de faire dans toutes les tâches de votre quotidien. Cette idée selon laquelle certains de nous seraient des créatifs et d'autres des analytiques, on a bien cette idée, hein, les sciences humaines d'un côté et les sciences expérimentales de l'autre. En réalité, au sein de notre cerveau, ça ne fonctionne pas ainsi. Au sein de notre cerveau, les régions cérébrales qui participent à des fonctions créatives et à des fonctions analytiques sont distribuées au sein des deux hémisphères et au quotidien, nos deux hémisphères sont en communication permanente. Donc l'idée de se dire, ah, lui c'est un créatif, son cerveau fonctionne ainsi et c'est comme ça qu'il faut que je lui apprenne, c'est comme ça qu'il faut que je le forme, c'est comme ça qu'il faut que je le manage, ça n'a pas d'ancrage scientifique. Autre chose qui n'a pas d'ancrage scientifique, et comme ça a été dit en introduction, c'est cette idée selon laquelle nous aurions tous un sens qui serait privilégié. C'est ce qu'on appelle la théorie des styles d'apprentissage. Cette théorie qui sous-tend l'idée que chacun de nous aurait un canal sensoriel qui serait le plus développé, un canal sensoriel qui serait privilégié. Et si moi, en tant que pédagogue, en tant que formateur, en tant que professionnel, j'arrive à identifier quel est ce canal sensoriel qui est privilégié chez vous, ben c'est la meilleure façon pour moi de vous faire passer de l'information. Et c'est comme ça que, alors il y a différentes variantes de cette théorie des styles d'apprentissage, mais dans la plus grande, la plus répandue, nous serions soit visuels, nous aurions besoin de voir pour apprendre de la meilleure façon les choses, nous aurions des auditifs, besoin d'entendre, d'écouter, pas forcément de voir, mais voilà, d'avoir ces sons pour pouvoir apprendre de la meilleure façon. Et enfin, il y aurait les kinesthésiques, ceux qui ont besoin de manipuler du mouvement pour apprendre de la meilleure façon possible. Déjà, on peut se poser cette question. Derrière cette idée, selon laquelle, mais c'est aussi quelque chose qui est exact hein, sur l'idée du cerveau droit, cerveau gauche, créatif, analytique, est-ce que derrière cette idée que certains d'entre nous seraient visuels, auditifs ou kinesthésiques, il existe un test? Un test qui soit scientifiquement solide, statistiquement valide, qui permettrait à tout le monde de savoir s'il est visuel, auditif ou kinesthésique. Une petite recherche sur Internet vous montrera que oui, ces tests existent. On peut en retrouver partout, même dans des magazines de psychologie, quelque chose qui se veut assez sérieux. Mais est-ce que ces tests sont, comme je le disais, effectivement statistiquement valides, scientifiquement solides? La réponse est non. Il n'existe pas de test pour savoir si vous êtes visuel, auditif ou kinesthésique. Est-ce que pour autant, ça veut donc dire qu'on ne peut pas étudier cette question? Oui, oui, bien sûr qu'on peut étudier cette question. Et comment est-ce qu'on fait? On demande aux gens. On demande aux gens ce qu'ils pensent être. On les laisse s'auto-catégoriser. Et c'est comme ça que, là, vous avez quelques exemples de références scientifiques. Ces références scientifiques sont plus que des études qui ont montré que ça ne marchait pas ainsi, sont des études de méta-analyse, de revues de littérature, où on prend les résultats de tout un tas d'autres analyses pour les amalgamer et voir s'il en ressort des grandes conclusions. Et ces grandes conclusions montrent que si vous faites venir des participants au laboratoire et que vous leur demandez de s'auto-catégoriser, et que vous récupérez par exemple que des personnes qui se disent visuelles, et qu'à ces personnes qui sont visuelles, vous les scindez en deux groupes. Un groupe dans lequel vous allez faire passer du savoir de manière uniquement visuelle chez ces personnes qui se disent visuelles, et un autre groupe chez lesquels, alors qu'ils se disent visuels, vous allez faire passer du savoir de manière uniquement auditive. Ensuite,
vous récupérez chacun de ces groupes et vous leur faites passer un test pour comparer les différences de performance. Ces résultats scientifiques montrent qu'il n'existe pas de différence significative. En réalité, même si vous vous dites visuel, si je vous fais passer du savoir de manière auditive, en moyenne, vous aurez des performances équivalentes à si je vous avais fait passer du savoir de manière uniquement visuelle, alors que c'est censément votre canal sensoriel privilégié. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que, en réalité, il n'y a pas de test scientifiquement établi. Et même si nous, subjectivement, on a l'impression qu'on a un canal sensoriel qui est privilégié, lorsqu'on évalue ça scientifiquement, ou on s'extrait du point de vue subjectif vers un point de vue un peu plus objectif, on voit qu'il n'y a pas de différence significative. Et plus que ça, c'est même pire. Parce que, à partir de ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau qui apprend, l'idée de se limiter à un seul canal sensoriel est contre-productif pour les apprentissages. Au contraire, pour essayer d'apprendre de la meilleure façon possible, il ne faut pas voir l'élément que j'ai à apprendre d'une manière unique en me limitant qu'à un seul canal sensoriel. Si cet élément que j'ai à apprendre, je le vois grâce à une richesse d'approche, tant au niveau des canaux sensoriels de manière auditive, kinesthésique, au niveau de la manipulation, mais que je le vois aussi dans des contextes différents, ben, ça sera autant de portes d'entrée que je crée et qui me permet d'ancrer un peu mieux ce nouvel élément en mémoire. Donc, plus que l'idée selon laquelle nous aurions tous un canal sensoriel qui serait privilégié, plus que d'être fausse, cette théorie des signes d'apprentissage, ben, en réalité, lorsqu'on se cantonne à ça, c'est contre-productif pour les apprentissages. Et pourtant, vous en entendez partout parler. Et on vous sort parfois des chiffres du chapeau. On a tant de personnes qui sont visuelles, tant de personnes qui sont auditives, tant de personnes qui sont kinesthésiques. La prochaine fois que vous verrez ce type de résultat, ou la prochaine fois qu'on vous dira une étude scientifique a montré que, essayez de voir s'il y a une réelle référence scientifique. Essayez de voir si, lorsqu'on vous balance des chiffres, quelle est la source de ces chiffres. Parce qu'en réalité, un neuromythe n'est rien de plus qu'une désinformation scientifique. Et de la même façon que vous allez essayer de voir les sources d'éléments qu'on va pouvoir vous présenter dans la vie quotidienne, ben lorsqu'il est question d'éléments scientifiques, on devrait aussi avoir ce regard critique en se demandant, est-ce qu'il y a effectivement une étude scientifique qui a montré que, parce que assez souvent, derrière une étude scientifique a montré que, ben lorsqu'on gratte, il n'y a rien, c'est du vent. Les personnes vous partagent des choses qu'elles pensent connaître, des choses qu'elles ont entendues, mais qui sont des choses qui ne sont pas scientifiquement ancrées, fondées. Et si je continue, je vais vous parler d'un troisième et dernier exemple autour de neuromythes qui concerne les apprentissages et qu'on entend aussi beaucoup, qui va me permettre de pouvoir rebondir sur l'effet Mozart. Dans l'effet Mozart, je vous ai parlé d'intelligence. Je vous ai parlé de quotient intellectuel. Et il y a une théorie qui s'appelle la théorie des intelligences multiples qui nous vend là aussi une belle promesse. Je vous ai dit, un bon neuromythe, c'est comme un bon horoscope. La première chose, c'est qu'il doit avoir une formulation assez floue pour que chacun puisse s'y reconnaître. On l'a vu sur l'utilisation limitée à 10% de notre cerveau. Donc, chacun peut y voir midi à sa porte. OK, c'est comme ça que je l'entends. Et tout comme un bon horoscope, un bon neuromythe, la deuxième chose, doit nous vendre une belle promesse. La belle promesse vendue avec la théorie des intelligences multiples, c'est que nous sommes tous intelligents. Sauf que l'intelligence est multiple et il existe plusieurs facettes, plusieurs types d'intelligence. Et si nous naissons tous à peu près avec la même quantité de ressources à mettre en intelligence, ben, ces différentes ressources ne sont pas investies de la même manière dans les différents types d'intelligence. C'est pour ça que ben, certains d'entre nous vont avoir une intelligence musicale, d'autres une intelligence naturaliste, d'autres une intelligence logico-mathématique. Et ce qui fait que on réussit plus ou moins bien à l'école, dans les apprentissages, dans la formation, ben c'est que ce type de formation, d'apprentissage de pédagogie ne capitalise que sur deux grandes formes d'intelligence, la logico-mathématique et la verbale. Mais quelle est l'origine de tout ça? Derrière cette belle promesse où on vous dit « Waouh, nous sommes tous intelligents », c'est juste que nous sommes tous intelligents à notre manière, nous les investissons dans des types d'intelligence différentes.
Là aussi, c'est intéressant de savoir sur quoi est-ce qu'on se base, sur quoi est-ce qu'on est parti pour établir tout ça. Cette idée, elle vient de ce monsieur, Howard Gardner, qui, en 1983, va émettre cette idée, cette théorie des intelligences multiples. Chose intéressante, Howard Gardner, lorsqu'il émet cette théorie des intelligences multiples, il ne l'émet pas comme un chercheur a l'habitude de l'émettre. Habituellement, lorsqu'on partage ses travaux, ses résultats scientifiques, on les partage dans des articles scientifiques qui sont publiés dans des revues scientifiques. Et ces revues scientifiques ont ce qu'on appelle une validation par les pairs. C'est-à-dire que d'autres scientifiques vont apporter un regard critique sur nos travaux pour savoir si, ne serait-ce que d'un point de vue méthodologique, on a fait les choses dans les règles. Si d'un point de vue théorique, on avance des choses qui sont ancrées à partir de ce que l'on sait de ce domaine, ou si on avance totalement à l'aveugle sur des bases totalement fumeuses. Howard Gardner, lorsqu'il émet cette théorie des intelligences multiples en 1983, il ne l'émet pas par la filière classique de la publication scientifique. Il va l'émettre dans un livre à destination du grand public. Un livre qui, lorsqu'il sort, va être extrêmement critiqué par la communauté scientifique. Communauté scientifique qui dit, non mais attends, sur quoi est-ce que tu t'es basé pour établir cette classification en 7 intelligences? Quels sont les éléments scientifiques, les résultats de recherche sur lesquels tu as pu te baser pour catégoriser les choses de cette manière bien précise? Et c'est quoi ta définition de l'intelligence? Et là, Howard Gardner va un petit peu bégayer et rapidement, il va dire, OK, j'ai peut-être un peu merdé. Plutôt que de parler d'intelligence, j'aurais dû parler d'aptitude, de compétence. Le terme d'intelligence était peut-être un peu trop galvaudé. Je n'aurais peut-être pas dû utiliser ce terme. Sauf que son livre va très bien se vendre. Si bien que, même si très rapidement, il va faire un petit pas de côté en disant j'ai peut-être un peu merdé, ben, vu l'accueil très favorable du grand public, il va revenir 10 ans plus tard avec une nouvelle version de son livre, et qui dit nouvelle version de son livre dit nouvelle forme d'intelligence. Et on a introduit une 8e forme d'intelligence. Mais est-ce que ça fonctionne aussi dans le cerveau? Déjà, qu'est-ce que l'intelligence? Ça, c'est une question qui est extrêmement complexe. Si je vous demandais de me dire, est-ce que vous connaissez la définition de l'intelligence qui fait consensus dans la communauté scientifique au mot près? De me la citer au mot près, cette définition scientifique qui fait consensus dans la communauté scientifique, je suis quasiment sûr que personne ne serait capable de dire cette définition pour la simple et bonne raison qu'elle n'existe pas. Une définition scientifique de ce qu'est l'intelligence qui fait consensus dans toute la communauté scientifique derrière ce simple terme d'intelligence, ben en réalité, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible ici et là de trouver des définitions de ce qu'est l'intelligence et de s'appuyer sur cette définition-là pour pouvoir travailler et essayer de mieux comprendre les mécanismes qu'il y a derrière ce concept-là et cette définition-là. Mais une définition de l'intelligence qui serait tellement large, qui mettrait d'accord tous les champs scientifiques disciplinaires, ce n'est pas possible et vraisemblablement, ça risque de ne jamais vraiment être possible. Pourquoi? Parce que, en réalité, ce terme d'intelligence, c'est un terme que nous, humains, nous avons créé pour parler de choses extrêmement différentes. Des capacités, des aptitudes, des comportements, des prédispositions, des choses qui sont tellement larges et tellement vastes que donner une définition qui englobe toute cette complexité est vraisemblablement impossible. Donc, partons déjà de l'idée que l'intelligence est extrêmement complexe. Partons de l'idée qu'on ne l'a jamais vraiment définie de manière consensuelle. Peut-être qu'on devrait essayer juste d'arrêter d'utiliser ce terme d'intelligence. Si on ne l'a pas vraiment bien défini, et qu'en plus ce terme d'intelligence est extrêmement connoté, et en plus, parfois on va utiliser ce terme d'intelligence pour parler de choses qui sont totalement différentes. Hein. Si je vous parle d'IA, d'intelligence artificielle, sachant qu'on ne l'a déjà pas vraiment bien défini pour nous, quand on va en parler pour quelque chose qui est extrêmement différent, qui se veut par certains aspects mimer, qu'on nomme l'intelligence, mais qu'on n'a réellement pas vraiment défini bien concrètement ce qu'était l'intelligence, c'est déjà extrêmement compliqué. Mais revenons à tout ça. Revenons à Howard Gardner.
Donc, OK, même si on sort ce terme d'intelligence et qu'on ne parle pas d'intelligence, est-ce que l'idée selon laquelle nous aurions une intelligence, apprentissage, comportement, aptitudes multiples, où chacun de nous serait donc avec ses 8 cases différentes et mettrait des ressources différentes dans ces 8 cases, est-ce que déjà c'est fondé scientifiquement? Mais en réalité, lorsqu'on étudie le fonctionnement cérébral sur des tâches aussi complexes que celles qui sont impliquées dans des choses qu'on nomme par intelligence, il n'y a pas des régions cérébrales, des réseaux cérébraux qui sont assez distincts pour effectivement dissocier ces 8 grandes facettes, ces 8 grandes boîtes, ces 8 grands types. Donc, en réalité, plus que de devoir peut-être arrêter de parler d'intelligence parce que l'intelligence extrêmement connotée, mal définie, etc., ben, l'idée selon laquelle il y aurait des intelligences multiples, des boîtes différentes et aussi distinctes les unes que des autres, ben, au niveau cérébral, au niveau cognitif, dans la vie de tous les jours, face à des situations complexes, ben, ces boîtes n'existent pas. En réalité, lorsque je suis impliqué dans un comportement complexe, je vais avoir plusieurs processus, plusieurs réseaux cérébraux, plusieurs fonctions cognitives qui vont entrer en action, qui vont s'interconnecter pour me permettre d'accomplir la tâche complexe que je suis en train de réaliser. L'idée selon laquelle nous aurions des intelligences multiples et que chacun de nous serait intelligent d'une manière ou d'une autre parce que nous mettons des ressources dans des intelligences qui sont différentes, oui, bien sûr. Étant donné qu'on ne définit pas vraiment ce qu'est l'intelligence, on peut tous se retrouver derrière le terme d'intelligent. Mais de là à imaginer que cette intelligence, que cette aptitude est découpée de manière si spécifique et que ce découpage correspondrait à un fonctionnement cognitif bien identifié, bien dissociable, ben là, on est face, encore une fois, à un neuromythe. Les neuromythes, c'est tout ça. Ce sont ces idées reçues qu'on peut avoir sur le fonctionnement du cerveau, des idées reçues qui ne sont pas que des sujets de rigolade, parce que, parce que ça peut avoir un réel impact concret sur l'éducation, la formation, l'apprentissage. Si vous vous posez cette question de savoir si, lorsqu'on vous dit une étude scientifique a montré que pour mieux apprendre, il fallait faire ça, à mon sens, le premier réflexe à avoir, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une étude? Est-ce que déjà, lorsqu'on me dit une étude scientifique a montré que, des scientifiques ont montré que, il y a réellement des travaux scientifiques? Si la personne face à vous est incapable de vous fournir des éléments attestant qu'il y a réellement eu des résultats scientifiques autour de cet élément qu'il vend et là pour qu'il présente, ben, ça peut être déjà un petit peu discutable. Mais c'est pas parce qu'il y a une étude scientifique, comme on l'a vu avec l'effet Mozart, que c'est forcément l'alpha et l'oméga et qu'une étude scientifique est là pour dire tout de manière péremptoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque étude scientifique s'inscrit dans un cadre, dans un contexte bien spécifique. En réalité, lorsque je fais passer une expérience et que à partir de cette expérience, j'obtiens des résultats et ces résultats, je les partage dans une publication scientifique, ben, ces résultats ne sont le reflet que de la tâche que j'ai réalisée durant mon expérience sur les participants de mon expérience. Si je reviens à l'effet Mozart, si ces résultats s'étaient avérés exacts, que ces résultats avaient montré, c'est que lorsque on fait écouter 10 minutes d'un morceau bien précis de Mozart à des participants qui sont des participants en réalité des étudiants en psychologie, comme la plupart des participants des études de psychologie, donc des gens qui ont la vingtaine, qui sont en Amérique du Nord, ben, c'est pas parce qu'on avait trouvé des résultats intéressants sur ces individus qui ont la vingtaine, qui habitent en Amérique du Nord, qui sont étudiants, que forcément ce résultat est universel, peu importe la personne où elle se situe à travers le globe, et aussi peu importe l'âge qu'a cette personne, et aussi peu importe la tâche que je lui demande de réaliser. Parce qu'un résultat scientifique, dans le meilleur des cas, il nous montre une direction. Il nous montre que ça semble fonctionner ainsi. Mais il n'y a que en essayant de reproduire ces résultats qu'on arrive à une généralisation. Parce qu'un résultat, même le plus sexy du monde, qui n'est pas capable de réaliser une reproduction des résultats, de ces résultats,
par d'autres études scientifiques, par d'autres équipes scientifiques, par d'autres chercheuses et chercheurs dans des contextes plus variés, avec des participants différents, forcément, ce résultat est extrêmement limité. Donc, gardez en tête que lorsqu'on vous présente quelque chose comme étant scientifique, est-ce qu'il y a réellement des études scientifiques? Dans quel cadre, dans quel contexte ont été réalisées ces études scientifiques? Et est-ce que d'autres chercheuses et chercheurs ont été capables de répliquer ces premiers résultats? Parce que on voudrait toujours, on est passé par la pandémie, on voudrait toujours qu'à une question complexe, la science puisse nous donner une réponse simple et catégorique. Mais en réalité, le mieux que puisse faire la science face à une question, c'est apporter une photographie, un instantané de ce que l'on sait à l'instant présent autour de cette question. Un instantané, ça veut dire que ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ce n'est pas une vérité qui sera gravée dans le marbre pour toujours, c'est ce que l'on sait à l'instant présent, mais la démarche scientifique, l'approche scientifique, la méthode scientifique est un processus itératif qui fait qu'à chaque nouvelle étude, on affine et on raffine ce que l'on sait d'un sujet en particulier. Et ce qu'on sait, c'est que grâce à cette approche scientifique, on peut essayer d'écarter certaines choses où on sait que ça ne marche pas ainsi. Et c'est en l'occurrence le cas des neuromythes. Parce que un neuromythe, c'est plus, encore une fois, comme je le disais, qu'une idée rigolote, qu'un sujet de moquerie. Parce que si vous croyez en un neuromythe, ben, c'est potentiellement du temps, de l'énergie et de l'argent que vous allez dépenser, utiliser pour essayer d'appliquer des choses qui n'ont pas montré que ça fonctionnait, voire même des choses que les études scientifiques et les résultats scientifiques ont pu mettre en évidence comme étant contre-productives par rapport à l'objectif que vous vous êtes ciblé, que vous vous êtes fixé. Quelqu'un qui se présenterait face à vous en vous disant, pour votre problème complexe, j'ai cette solution miracle, qui marche à coup sûr pour tout le monde, peu importe qui vous êtes, vraisemblablement, il y a de quoi très fortement en douter. Je vous l'ai dit, dans les grandes lignes, chacun de nos cerveaux sont identiques. Les mêmes régions cérébrales participent à peu près au même traitement des informations et ces mêmes régions cérébrales vont être interconnectées à peu près de la même manière entre elles. Mais dans le détail, chacun de nos cerveaux est unique. Et en plus de ça, chacun de nos cerveaux est doté de ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, cette capacité qu'a notre cerveau de pouvoir se modifier tout au long de notre vie, peu importe qui nous sommes. Donc, l'idée de penser qu'une méthode marcherait à coup sûr pour tout le monde, peu importe qui vous êtes, sachant que nous sommes tous différents et qu'en plus, cette différence continue à évoluer tout au long de notre vie en fonction de nos expériences, en fonction de nos apprentissages, en fonction de notre vie, ça semble encore plus illusoire. Mais s'il y avait quand même une belle chose à retenir, plus que de se dire « Ah, mais c'est horrible, je m'appuie sur des choses que je pensais être des certitudes et ça vient tout casser », déjà, c'est déjà un élément intéressant de remise en question de soi-même et de ce qu'on pense être établi. Ça permet de prendre un petit peu de recul et de toujours continuer à aiguiser notre esprit critique sur ce qui nous est proposé. Mais s'il y a une chose que vous devriez retenir, non, on n'utilise pas 10% de notre cerveau. Non, la musique classique ne rend pas plus intelligent. Non, nous ne sommes pas cerveau droit ou cerveau gauche, créatif ou analytique. Non, nous ne sommes pas visuels, auditifs ou kinesthésiques. Non, nous n'avons pas des intelligences multiples. Mais chacun d'entre nous a la plasticité cérébrale. Cette capacité qui fait que peu importe qui nous sommes, tout au long de notre vie, notre cerveau a cette capacité à pouvoir se réorganiser. Et ça, c'est la plus belle des promesses qu'on peut avoir. Il n'y a pas de déterminisme absolu. On n'est pas voué à une destinée qui est tracée dès notre naissance. En réalité, tout ce qu'on va vivre au quotidien, toutes nos expériences vont continuer à façonner notre cerveau et nous évoluons en permanence. Et ça, peu importe qui nous sommes. Et c'est la plus belle des promesses qu'on peut avoir autour de l'apprentissage, autour de l'enseignement, autour de la formation. Oui, il est possible de modifier notre cerveau tout au long de notre vie.
Je vous remercie. Pour continuer, avant de céder la parole et d'avoir peut-être un petit mot de fin, sachez que cette conférence se termine là, ici et maintenant, mais qu'on peut continuer à échanger. Vous pouvez me retrouver sur tout un tas de réseaux sociaux différents. Vous avez mon lien Linktree qui liste toutes les manières de pouvoir me contacter. Vous avez aussi mon podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast qui s'appelle La tête dans le cerveau. Vous le retrouvez aussi sur YouTube. Ce ne sont pas des vidéos à proprement parler, c'est juste mon podcast sur laquelle il y a une image fixe pour que vous puissiez l'écouter sur YouTube si vous avez plus l'habitude de consommer du YouTube que de consommer du podcast. Et enfin, mon blog sur lequel vous retrouverez toutes les sources scientifiques que j'utilise pour pouvoir dire ce que je dis dans chacun des épisodes de mes podcasts. Et si on n'a parlé que de certains neuromythes, sachez que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, 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 et que dans mon podcast, j'ai parlé d'un certain nombre de neuromythes. Et parmi un des neuromythes que j'affectionne tout particulièrement, est-ce qu'il y a des différences entre le cerveau des hommes et le cerveau des femmes? Pour en apprendre plus, je vous renvoie vers ces différents épisodes de mon podcast et je vous donne aussi mon mail si vous voulez qu'on continue à échanger. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe, c'était passionnant. Je vous souhaite à tous une excellente journée, excellente fin de journée. À très très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.